Bienvenue dans le débat de France 24. Bye bye Bibi ou bien Bibis repetita, c'est la question qu'ont eu à trancher les électeurs israéliens hier pour la 4e fois en moins de 2 ans. Élection législative convoquée faute de majorité pour le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahou, au pouvoir depuis plus d'une décennie et toujours pas assuré ce soir d'avoir les moyens de se maintenir. C'est dire si la société israélienne est tiraillée entre la détestation, l'envie des uns de tourner la page, l'attachement des autres envers ce chef de gouvernement qui a su polariser comme jamais la vie politique de son pays autour de sa personne. Impression renforcée par les ennuis auxquels fait face Bibi Netanyahou devant la justice et qui donne à ses vicissitudes électorales un enjeu particulier comme un droit de vie ou de mort sur son avenir judiciaire. Israël, retour à la case Bibi, on en débat avec ici même en plateau Rudy Saada, directeur de la rédaction de RCJ, c'est la radio de la communauté juive ici à Paris. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. Face à vous, Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher, bonjour. Directeur de la chaîne anglophone de France 24. Vous avez été pour France 24 pendant de nombreuses années correspondant à Jérusalem. Merci d'être avec nous également. Michel Benami, le représentant francophone du Likoud, est avec nous depuis Jérusalem. Bonjour Michel Benami. Bonjour. Depuis Jérusalem, toujours notre confrère Charles Anderlin, auteur de Notre correspondant à Jérusalem, le journalisme comme identité, c'est à paraître très prochainement, le 8 avril, aux éditions du Seuil, avec une préface de Michel Vivorca. Je précise que vous avez été correspondant de France 2 de 1981 à 2015. Bonjour Charles Anderlin. Bonjour. Et puis dans un instant, nous serons rejoints par la correspondante de France 24 à Jérusalem qui a couvert cette élection pour nous, Gwendoline Debono, qui devrait, dans un très bref instant, rejoindre cette émission. Charles Anderlin, peut-être un mot tout de même. Où en est-on ce soir du rapport de force dans la prochaine Knesset, le Parlement israélien ? Eh bien, écoutez, on a des sondages plus ou moins confirmés par le dépouillement des voix jusqu'à présent. Mais il reste encore des centaines de milliers de voix à contrôler. La commission électorale devrait donner des résultats définitifs vendredi dans la matinée, peut-être un peu plus tard. D'ici là, tout peut arriver. On peut encore avoir un changement, un mandat qui passe d'un côté ou de l'autre et qui ferait basculer ce tête-à-tête entre pro et anti-Netanyahou. Cela dit, vous savez, pour moi, ce problème est essentiellement un problème de gouvernance en Israël. Depuis des années, Israël, les élections se font par la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire que les petits partis conservent constamment un pouvoir de chantage sur les grands qui, eux, veulent former le gouvernement. Et puis, en l'occurrence, il faut bien constater que pour M. Netanyahou, l'extraordinaire campagne de vaccination ne lui a pas apporté de mandat supplémentaire. On doit également voir que c'est les normalisations qu'il a négociées avec des États arabes du Golfe et aussi avec le Maroc, ne lui a rien apporté de plus. En fait, la colère grondait toujours du côté de la gauche et du centre contre Benjamin Netanyahou. On l'a vu samedi soir dernier lors d'une immense manifestation à Jérusalem, une des plus importantes que j'ai jamais vues dans cette ville. Plus de 50 000 personnes, c'était effectivement sans précédent. Et le slogan, c'était « Netanyahou dehors ». Michel Benami nous donnera son opinion dans le camp du Premier ministre dans un instant. Mais d'abord, Gwendoline Debono nous a rejoint. Gwendoline, peut-être un panorama ce soir de la classe politique israélienne, le paysage politique tel qu'il ressort de ces élections. Les grandes manœuvres ont déjà commencé avant même l'annonce officielle des résultats prévus pour vendredi. Oui, absolument. Ce soir, nous sommes à 90% des bulletins dépouillés et le bloc, disons, de droite, le bloc de Benyamin Netanyahou, parce que c'est ça qui est intéressant de regarder, bien effectivement, n'obtient pas cette majorité de 61 sièges au Parlement israélien, alors qu'hier soir, effectivement, Netanyahou, en début de soirée électorale, avait revendiqué une immense victoire de la droite. Cette immense victoire, aujourd'hui, non, elle n'existe pas. Alors pourquoi ? Notamment parce qu'au fil du dépouillement, un petit parti, une formation arabe, le parti RAM, est entré au Parlement israélien, puisqu'il a passé le seuil des 3,25% nécessaires pour faire son entrée au Parlement israélien. Et donc, mathématiquement, les autres partis, en tout cas le bloc de droite de Benyamin Netanyahou,
si l'on inclut dedans Naftali Bennett de la droite nationaliste et religieuse, eh bien, a baissé. Ce qui fait, et c'est là qu'on se retrouve eh bien, dans ce casse-tête électoral israélien, eh bien, ce qui fait qu'on se retrouve avec ce petit parti islamiste qui pourrait être un faiseur de roi, c'est-à-dire que le destin du bloc de droite, si Benyamin Netanyahou voulait former une coalition, puisque Mansour Abbas, le leader de ce parti, a dit qu'il était prêt à former une coalition, peut-être avec Benyamin Netanyahou, là-dessus il a vraiment brisé un tabou dans la politique arabe, eh bien, Benyamin Netanyahou va dépendre peut-être, entre autres en tout cas, de ce petit parti islamiste. C'est tout le paradoxe de cette situation, Gallagher Fenwick. Le sort de Benyamin Netanyahou peut-être dépend ce soir d'un parti arabe religieux. C'est d'une absurdité fascinante. Face à laquelle beaucoup d'éditorialistes israéliens réagissent avec humour, qui est une sorte de politesse, du désespoir dans une certaine mesure, que les islamistes de RAM, donc la liste arabe, se retrouvent avec potentiellement les clés du royaume. Gwendoline le disait, il faudrait pour cela que ces derniers acceptent de briser un tabou dans le camp arabe israélien, celui d'accepter de rentrer en coalition, en gouvernement. Mais il faudrait n'a pas exclu Mansour Abbas. C'est quand absolument. Même ça aussi la surprise. Mais il faut que ce tabou il soit brisé en face aussi. Oui. Et ça risque d'être tout aussi compliqué pour un Benyamin Netanyahou de faire la synthèse entre des likoudniks, des membres de partis bien plus à droite encore que le Likoud et des islamistes. Là, on n'est plus dans la magie ou le tour de passe-passe, on est vraiment dans la synthèse ubuesque. Michel Benami, est-ce qu'il faut faire entrer Ra'am dans une coalition majoritaire pour maintenir Benyamin Netanyahou à la tête du gouvernement en Israël? Pas pour maintenir la tête de Netanyahou, mais Mahmoud Abbas peut faire partie d'une coalition en Israël. Mansour Abbas, Mahmoud Abbas, c'est l'autorité palestinienne. Si vous le souhaitez, c'est un tremblement de terre politique que vous annoncez. Pardon, Mansour Abbas, bien sûr. Je veux juste dire que Netanyahou a d'abord gagné les élections. Il faut le dire bien clair que c'est le grand parti en Israël qui a le plus de voix. C'est le seul qui peut former un gouvernement aujourd'hui. C'est où on a un gouvernement Netanyahou, ou on va à de nouveaux scrutins en Israël. C'est vrai qu'en Israël, on s'est retrouvé dans une mode qui est ou Netanyahou ou peu importe qui, c'est-à-dire on ne comprend même plus les élections, c'est ou Netanyahou ou contre Netanyahou, chose qui est très bizarre et qui est continue, et on est presque à un match nul en ce moment. Je peux vous déclarer d'ici que le grand parti va former un gouvernement. Je ne sais pas qui va être dedans, en plus des religieux de Bennett et de Smotrich, il y aura d'autres partis, comme Gideon Sa'ar, comme peut-être Mansour Abbas. On est en train d'attendre d'abord les numéros exacts de ces élections. Ensuite, on formera le prochain gouvernement en Israël. Netanyahou a gagné, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, comment le gouvernement, de quelle couleur va-t-il avoir? On verra. Peut-être que les Arabes, enfin, feront partie d'un gouvernement israélien, reconnaîtront l'État d'Israël comme leur État, et on aura un nouveau gouvernement. Pour vous, c'est une manière pour eux d'aller à Canossa. Et la droite. Il y aura et la gauche et la droite, et les religieux juifs et les religieux arabes. Il n'y a aucun problème. Avec Netanyahou à la tête. On n'a pas besoin d'aller à un 5e scrutin. Alors justement, Benyamin Netanyahou, on va l'écouter, sa réaction. C'était hier soir, qui n'a pas attendu la proclamation définitive des résultats pour se proclamer vainqueur du scrutin et appeler à éviter à tout prix un nouveau retour aux urnes. L'État a besoin d'un gouvernement stable, pas un gouvernement morcelé sur la base de disqualifications personnelles ou des ambitions. Un gouvernement stable pour l'État d'Israël. C'est ce qu'exige l'heure, c'est le défi qui nous attend. Et nous ne devons en aucun cas entraîner l'État d'Israël dans de nouvelles élections, sur une 5e élection. Nous devons former un gouvernement stable dès maintenant. Charles Anderlin veut s'exprimer depuis Jérusalem, mais d'abord, Rudy Saada, il a raison de revendiquer une énorme victoire, immense victoire, Benyamin Netanyahou. Ce qui est incontestable, c'est que Benyamin Netanyahou a gagné cette élection dans le sens où on n'est pas dans le cas de l'élection précédente où on avait Benny Gantz qui était au coude à coude avec deux forces politiques qui se répondaient. Il a siphonné les voix de Benny Gantz. Il maintient son nombre de mandats, il gagne faute de combattants. Il a une base qui est stable, qui est aux alentours de 30 voix, quelles que soient les élections, quel que soit le contexte. On arrive toujours autour plus ou moins de ces 30 mandats. Donc
finalement, ça reste l'homme politique clé en Israël. Et il y a, sauf qu'on est dans un scrutin proportionnel où ce qui compte, c'est l'alliance majoritaire à la fin au Parlement. Oui, alors là, cette alliance, effectivement, il pourrait la faire avec des partis auxquels on n'aurait jamais pensé, parce que l'enjeu, c'est aussi sa survie politique. Au-delà même d'un projet politique, l'important pour Benyamin Netanyahou, c'est aussi de se maintenir au pouvoir, quel que soit le partenaire. Charles Anderlin, cette équation personnelle finalement de Benyamin Netanyahou, on a raison de personnaliser justement l'élection, un peu comme ça avait été le cas aux États-Unis avec Trump. Il y a un certain nombre de similitudes. Écoutez, certainement, maintenant, il faut quand même dire que Benjamin Netanyahou, son procès va reprendre le début du mois prochain. Il est accusé de corruption, fraude et escroquerie. Maintenant, je viens d'entendre une chose absolument incroyable de la part du porte-parole du Likoud, à savoir qu'il veut faire alliance avec le parti Ra'am qui vient des frères musulmans, qui, il y a seulement quelques semaines, était encore qualifié de terroriste par le fils de M. Netanyahou. Donc c'est plutôt bizarre. Maintenant, ce qu'il faut dire absolument, c'est que M. Netanyahou a fait alliance avec un parti une liste appelée le sionisme religieux, qui est composée de 3 partis, homophobes, xénophobes et racistes. Bezalel Smotrich. M. Smotrich lui-même, qui est le plus... tout à fait. Lui-même s'est fait remarquer en qualifiant la Gay Pride de défilé de bestiaux. Il a eu des déclarations absolument racistes. Deuxièmement, nous avons dans cette liste le parti Noam, qui est intégriste, nationaliste, formé par des rabbins, qui est absolument homophobe et antiféministe. Et puis, bien entendu, la puissance juive de Itamar Ben-Gvir, qui descend idéologiquement du rabbin Meir Kahana. Vous savez, en octobre 1985, j'étais correspondant parlementaire à la Knesset à Jérusalem. Et j'étais là lorsque le rabbin raciste Meir Kahana est monté à la tribune pour prononcer un discours. Tous les députés, à l'exception de 2, sont sortis avec le chef du Likoud en tête, Yitzhak Shamir. Faire une alliance de la part du chef du Likoud, M. Netanyahou, avec une formation de ce genre, écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est que Menachem Begin et Yitzhak Shamir, qui refusaient absolument des contacts ou des accords avec de telles formations racistes, eh bien, doivent se retourner dans leur tombe. Michel Benami vous répond. Est-ce que Benyamin Netanyahou dévoie les idéaux du Likoud, Michel Benami? Et au-delà de ça, ces négociations de tous avec tous, plus qu'une machine à produire du consensus, est-ce que ça ne concourt pas au final à discréditer tout simplement la classe politique israélienne? C'est vrai qu'on va peut-être changer le système en Israël, on est en train d'en parler, mais on est en train de parler de faire en Israël des coalitions, pas des... on n'adhère pas au parti X ou Y ou Z. La coalition marche que le grand parti vient, fait un papier de route, et celui qui veut signer sur ce papier de route, qu'on n'est plus homophobe, on ne passe pas de loi contre les religieux ou contre les non-religieux ou contre... On va, avec la feuille de route du Likoud, est prêt à venir faire partie de la coalition du Likoud. Tout ce qui a été fait avant les élections va rester chez eux, dans leur parti interne. Quand on vient faire une coalition, on va avec la feuille de route du Likoud. Vous n'allez rien concéder. Stable. Comment ? Vous n'allez rien concéder, même à Naftali Bennett, par exemple? Au contraire, c'est à eux de faire tout ce qu'il faut pour faire partie de la coalition. C'est le Premier ministre qui gère, c'est le grand parti qui gère. Ça a toujours été comme ça. Je veux répondre à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à Kahana et... on indique que oui, le rabbin Meir Kahana, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, qui a été accusé et d'ailleurs condamné pour terrorisme. Oui, il n'y a aucun rapport entre Kahana et Ben-Gvir. C'est vrai que Ben-Gvir était son conseiller à l'époque, mais aujourd'hui, Ben-Gvir n'accepte plus et ne parle plus des mêmes idéaux qu'avait Kahana et qui est dans la loi israélienne, c'est contre la loi. Donc on ne parle pas des mêmes partis. C'est vrai c'était son conseiller, mais il est loin de ce que pensait Kahana. Il aurait dit qu'il était dans son salon la photo de Baruch Goldstein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a filmé son salon. On l'a vu sur les chaînes israéliennes, monsieur. Oui. Non. On va essayer d'avancer parce que je peux vous prouver.
J'étais chez Ben Gvir, il n'y a pas cette photo dans son salon. On a discuté ça, parlé de ça des heures, des centaines de fois. Il n'y a pas la photo de ce terroriste juif dans le salon de Ben Gvir. Voilà, vous avez clarifié. En tout cas, on ne va pas faire tout le débat effectivement sur le parti sioniste religieux, même si c'est un acteur effectivement important au sortir de cette élection. Il y en a d'autres, notamment d'anciens partenaires de Benyamin Netanyahou lui-même. On pense à Naftali Bennett et Gideon Sa'ar. Gallagher Fenwick, aujourd'hui, il va devoir... Qu'est-ce qui, finalement, l'emporte dans ces tractations? Est-ce que ce sont des rivalités personnelles, des inimitiés ou des différences programmatiques, pardonnez-moi, entre ces personnalités? Ce qui l'emporte dans ces tractations, ce sont les divisions qui gangrènent la société israélienne, cette extrême polarisation des pans de la société qui sont irréconciliables, mais qui se retrouvent face à face dans ces scénarios dont je disais à l'instant qu'ils sont absolument ubuesques et qui provoquent ces exercices de funambulisme pour les uns et les autres. Là, encore une fois, on y assiste entre les paroles de M. Ben-Ami et celles de M. Anderlin. Michel Ben-Ami dit finalement tous ceux qui acceptent de venir se rallient à la plateforme, au programme du Likoud. Est-ce que c'est le cas lorsqu'on sait que Naftali Bennett, par exemple, est présumé chercher un poste de vice-premier ministre, par exemple, avec, on l'imagine bien, des visées en cas d'empêchement de Benyamin Netanyahou? Absolument, et vous mentionniez à l'instant également Gideon Sa'ar. On voit le sort qui lui est réservé. Rudy a raison. Le Likoud, aujourd'hui, c'est Benyamin Netanyahou. C'est la plus grande force politique en Israël. Gideon Sa'ar a fait un pari, celui de quitter le Likoud, de trahir dans une certaine mesure Benyamin Netanyahou, son mentor, et on voit le résultat, la désaffection d'une bonne partie de l'électorat likoudnique qui ne s'est pas précipité dans son camp pour lui donner la victoire ou l'avance dont il rêvait. Donc cette fragmentation se poursuit, on a du changement dans la continuité et on se dirige allègrement ou tristement, selon le point de vue, vers une 5e élection et en attendant peut-être des coalitions brinque-ballantes, soit constituées par une droite dure qui a des lignes rouges évidentes à sa gauche, mais très peu sur sa droite, et peut-être en face un assemblage qui, lui, a des lignes rouges, vagues à gauche, un peu plus fortes à droite. Gwendoline de Bonon s'attend en Israël à ce que Gideon Sa'ar et Naftali Bennett finissent par rentrer dans le rang et permettre à Benyamin Netanyahou de se maintenir au pouvoir. Alors Gideon Sa'ar, pas forcément, tout est possible dans ce grand moment de tractation politique, mais il avait dit qu'il ne ferait pas ça. Et quand vous parlez à des membres du Likoud, hier l'un d'entre eux me disait nous refusons de faire alliance avec les défecteurs, c'est les mots que cette personne du Likoud employait. Donc on verra comment se passent les tractations. Pour Naftali Bennett, la seule chose qu'il a déclaré, c'est qu'il ferait ce qui est bien pour l'État d'Israël, ce qu'il laisse beaucoup de possibilités ouvertes. Alors, idéologiquement, politiquement, ce serait cohérent que Naftali Bennett rejoigne cette coalition de Benyamin Netanyahou, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe, parce qu'idéologiquement, il est effectivement un petit peu le fils spirituel de Benyamin Netanyahou, mais les deux hommes ont des relations assez exécrables, et Naftali Bennett se voit Premier ministre, donc il pense d'abord à son futur, à son ambition, et il va attendre de voir comment les choses se clarifient avant de prendre une décision. Voilà, et on va voir dans quelle situation se trouve aussi le camp adverse. Tous ceux qui souhaitent voir Benyamin Netanyahou quitter le pouvoir dans quelques minutes, dans moins de 2 minutes très exactement, dans la suite du débat de France 24. Restez avec nous. Retour au débat de France 24 au lendemain des élections législatives en Israël. On est toujours dans le brouillard, pas de fumée blanche, puisque à l'heure qu'il est, même si le Likoud du Premier ministre Benyamin Netanyahou est en tête, il n'a pas, semble-t-il, les moyens de former avec ses partenaires habituels une majorité à la Knesset. On attend évidemment les résultats définitifs vendredi pour connaître le panorama définitif du paysage politique israélien. D'ici là, nous on en débat avec Rudy Sada, directeur de la rédaction de la radio de la communauté juive RCJ, ici
ici à Paris, avec également le directeur de la chaîne anglophone de France 24, ancien correspondant de France 24 à Jérusalem, Gallagher Fenwick, avec la correspondante de France 24 à Jérusalem, Gwendoline de Bono, et toujours depuis Jérusalem, Michel Ben-Ami, représentant francophone du Likoud, et notre confrère Charles Anderlin, ancien correspondant de France 2 sur place. On évoquait Benyamin Netanyahou dans la première partie du débat. On va évoquer maintenant son principal rival, celui qui, avec 17 sièges, encore une fois, dans ses résultats provisoires, entend lui contester le leadership et peut-être demain le poste de Premier ministre. C'est Yair Lapid à la tête de son parti, Yesh Atid. Son portrait tout de suite. Son élément, c'était d'abord les plateaux de télévision. Présentateur d'un talk-show qui portait son nom, puis d'un programme d'information très populaire, Yair Lapid était un journaliste star. Un fils de bonne famille, né en 1963 d'un père lui aussi journaliste, avant de devenir ministre en Israël. Dans le sillage familial, en 2012, Yair Lapid se lance en politique. Il crée alors un nouveau parti, Yesh Atid, traduisait « Il y a un avenir », classé au centre de l'échiquier politique. En 2013, il devient ministre des Finances dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui le renvoie moins de 2 ans plus tard. Déjà, Yair Lapid veut se placer comme le défenseur des classes moyennes israéliennes qui travaillent et payent des impôts. Un positionnement qu'il tient toujours, en opposition au Likoud de Netanyahou qui selon lui représente les intérêts des idéologues des colonies, des religieux et des militants d'extrême droite. Il n'y a que 2 options, soit un Yesh Atid fort, soit un gouvernement des ténèbres, raciste et homophobe, qui prendra l'argent de ceux qui travaillent et le transférera à ceux qui ne travaillent pas. En 2019, Yair Lapid rejoint le mouvement centriste bleu-blanc. Mais quand en mai 2020, leur leader Benny Gantz rejoint Benyamin Netanyahou dans un gouvernement de coalition, Yair Lapid rompt son alliance. Rester dans l'opposition, un choix qui semble l'avoir sauvé politiquement. Rudy Saada, les opposants passent, Benyamin Netanyahou reste au pouvoir. C'est le destin promis à Yair Lapid, comme avant lui Benny Gantz et tant d'autres. Yair Lapid, il a une certaine constance, cela dit, c'est-à-dire de ne pas vouloir s'associer avec Benyamin Netanyahou. Il l'a fait une fois, il est rentré dans un gouvernement, il n'a pas pu travailler selon ses dires, il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait faire, donc depuis, il est allergique à Benyamin Netanyahou et joue contre lui, a compris qu'il pourrait être éventuellement un recours. Il avait fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire se mettre derrière Benny Gantz, qui était donc un ancien chef d'état-major de l'armée, quelqu'un de très respecté en Israël, pour créer finalement ce courant anti-Bibi et incarner donc ce centre droit israélien qui pouvait éventuellement détrôner Netanyahou. Là, il a fait une campagne extrêmement discrète parce que c'est aussi quelqu'un de clivant, c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas en Israël. Donc finalement, il est avec ses 17 sièges complètement bloqué aujourd'hui parce que il est totalement, si pour Benyamin Netanyahou, il y a des possibilités, même en tirant dans les extrêmes, de créer une coalition du côté du bloc dit du changement, alors là, il n'y a aucune possibilité. Aucune possibilité. Là, vous êtes ferme. Gwendoline de Bono, aucune possibilité pour Yair Lapid et Yesh Atid de former une majorité qui irait d'Avigdor Lieberman jusqu'à Mansour Abbas? Oui, disons que là, la marge de manœuvre est effectivement encore plus complexe que pour Benyamin Netanyahou, parce que c'est vrai que le dénominateur de ce bloc, le bloc, disons, d'opposition, et celui dans lequel Yair Lapid représente la plus grande force politique, c'est de vouloir déloger Benyamin Netanyahou du pouvoir, mais ensuite, pour créer une coalition, pour créer des alliances, cela va être très compliqué. Et puis, Naftali Bennett, par exemple, qui est vraiment au milieu du jeu politique et des tractations, qui est dans cette position de faiseur de roi, comme le parti islamiste RAM, lui a annoncé qu'il ne rejoindrait pas un gouvernement qui serait dirigé par Yair Lapid. Alors là encore, c'est pas forcément très clair. Est-ce que si lui était Premier ministre, il pourrait prendre la tête de cette coalition? C'est une vraie question, mais pour Yair Lapid, former un gouvernement paraît extrêmement compliqué. En tout cas, une marge de manœuvre, on peut parler de chat d'une aiguille. Charles Anderlin, quelle serait la justification demain pour Yair Lapid de former une majorité dans laquelle il inclurait des personnalités quand même hautement contestées à gauche, comme Avigdor Lieberman, et également Mansour Abbas, auprès quand même de toute une partie de l'électorat israélien?
Mais il a dit qu'il n'avait aucune intention de le faire, en tout cas pas maintenant. Encore une fois, il faut attendre les résultats définitifs. Les scénarios les plus probables ce soir, en fonction des chiffres que nous avons maintenant, ce sont effectivement des élections, un 5e scrutin, peut-être en septembre. D'ici là, il va falloir quand même gérer le pays. Il ne faut pas oublier qu'Israël n'a pas de budget de l'État depuis 2019, qu'il n'y a pas de relance de l'économie à proprement dite. Donc il va falloir que la Knesset, le Parlement, réunissent une commission des finances, se l'habiliter à faire des chèques. Donc les choses vont se précipiter d'abord au niveau du Parlement. Et les idées qui courent au sein de cette opposition anti-Netanyahou, c'est d'essayer de faire voter une loi, par exemple, interdisant à un candidat qui est sous l'inculpation ou mise en examen pour corruption, fraude, escroquerie, de pouvoir former un gouvernement. Donc cela éliminerait automatiquement Netanyahou. Ça fait partie des idées qui courent. Maintenant, dans les coalitions possibles, écoutez, il y a un tel rejet au sein de ce camp anti-Netanyahou que, oui, il pourrait essayer de former une coalition, mais à ce stade, c'est très, très peu probable. Gallagher Fenwick, est-ce qu'on a raison? Je comparais tout à l'heure la situation avec les États-Unis, d'un Donald Trump structurellement minoritaire dans l'opinion, mais fort d'un socle indélébile finalement, un des électeurs qui lui permet de se maintenir et même de créer la surprise à la dernière élection présidentielle aux États-Unis. On peut dire la même chose de Benjamin Netanyahou, qui en plus, favorisé par le système parlementaire israélien, parvient même à se maintenir au pouvoir. La comparaison, elle est forcément tentante. Après, je pense que la particularité du système électoral israélien, cette démocratie législative à la proportionnelle, est qu'elle est clairement, depuis 2 ans, confrontée à ses propres limites, qui sont le fruit, si vous voulez, d'un système où un parti qui a, je crois, ses 3,25% du vote peut entrer à la Knesset et donc participer au morcellement du champ politique et provoquer cet exercice extrêmement compliqué de constituer des coalitions avec des partis à droite, à gauche, etc. Maintenant, sur les parallèles entre Donald Trump, cette espèce de figure massive, et Benjamin Netanyahou, encore une fois, oui, ils incarnent une force politique indéniable avec laquelle il faut compter, dont on peut difficilement se départir au sein des camps. Le camp républicain aux États-Unis, le camp likoudnik ou en Israël. Pour autant, je trouve que la comparaison, elle est vraiment limitée. Mais c'est intéressant que vous parliez des États-Unis, parce que justement, même si cette considération, elle est lointaine pour le moment, je peux vous dire que du côté de la Maison-Blanche et de Joe Biden, on scrute cela très attentivement, et que d'avoir la perspective d'un Benjamin Netanyahou avec une coalition au sein duquel il y a, comme le disait Charles Anderlin, des partis ouvertement homophobes, racistes, xénophobes, ça ne réjouit pas. Ça va rendre le dialogue encore plus compliqué. Joe Biden a mis, je crois, un peu plus de 30 jours avant d'appeler Benjamin Netanyahou. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare du côté de Washington, D.C., à l'endroit des Iraniens et de Téhéran. Tout cela est dans l'air et rend, encore une fois, le moment particulièrement délicat et sensible. La dynamique sur laquelle d'une certaine manière, Benjamin Netanyahou s'est laissé porter avec Donald Trump au pouvoir et ses accords qui ont été formés avec un certain nombre de pays de la région, accords de reconnaissance mutuelle et de normalisation diplomatique. Aujourd'hui, tout cela avec l'administration Biden, c'est terminé, et l'idée de faire rentrer à nouveau l'Iran dans le jeu? Alors non, tout n'est pas terminé. D'ailleurs, les membres de l'administration Biden ont reconnu ses succès. Les accords d'Abraham ne vont absolument pas les remettre en cause, mais bien au contraire, chercher à les renforcer. Joe Biden sera un président pro-israélien. Il a de longues relations avec Benjamin Netanyahou. Peut-être moins pro-saoudien que ne l'a été Donald Trump, pour autant. Ça reste à voir. Tout cela va se dessiner dans un futur proche. On en est à très peu de temps d'un Joe Biden au pouvoir. Donc ces grandes lignes sont précisément en train de se dessiner actuellement. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que si c'est bien Benjamin Netanyahou qui émerge vainqueur et Premier ministre de ce processus, les relations, oui, vont être compliquées. Ça, c'est un euphémisme avec Joe Biden sur ces différents dossiers de politique étrangère où Israël, l'Arabie Saoudite, l'Iran et les États-Unis se retrouvent et se départissent parfois.
Compliquées ces relations, Michel Ben-Ami, avec Washington, en perspective en tout cas avec le nouveau président américain, Joe Biden. On se souvient que Benjamin Netanyahou n'avait pas hésité à se rendre au Congrès des États-Unis sous Barack Obama, alors qu'un certain Joe Biden était à l'époque vice-président, pour critiquer ouvertement la politique étrangère des États-Unis en direction de l'Iran. C'est vrai pour Barack Obama, avec Joe Biden, c'est tout autre chose. Et Joe Biden et Netanyahou se connaissent depuis plus de 30 ans. C'est des amis. Israël et les États-Unis, c'est une grande amitié, une grande... on travaille ensemble. Netanyahou était le premier leader au Moyen-Orient avec qui Biden a parlé au téléphone. C'est pour ça, tout ça, c'est des bruits autour. Ce mois écoulé, tout de même, c'est quand même le signe d'une tension, non ? Avant cette prise de contact. Non, du tout. Biden a pris beaucoup de temps avant de parler avec les leaders en dehors des États-Unis, et Netanyahou faisait partie. Biden a préféré s'occuper d'abord des États-Unis, c'est tout à fait normal. Et un des premiers leaders dans le monde avec qui Biden a parlé au téléphone était Netanyahou. Il n'y a aucun problème entre Biden et Netanyahou. Oui, il y avait une certaine rupture avec Obama parce qu'on ne voyait pas du tout la même chose, surtout les accords par rapport à l'Iran. Et je vais vous dire, par rapport aux élections qu'on a en ce moment en Israël, on est dans des jours où ce qui est dit autour, sur les plateaux de télévision, n'ont pas beaucoup d'importance parce qu'on est dans un calcul que chacun essaye de négocier le plus possible pour lui. La coalition sera faite, le gouvernement prendra place, c'est-à-dire il n'y a aucun problème. De toute façon, on sait en Israël qu'on n'a que deux possibilités. Netanyahou forme un gouvernement où on va à de nouveaux élections, que ça, personne n'en veut. Et l'hypothèse Netanyahou est condamné en justice, qu'est-ce que ça changerait, ça ? Il y a une audience qui est prévue le 5 avril prochain. Est-ce que ça va peser sur le cours de la vie politique israélienne et éventuellement sur son mandat à lui ? Ça dépend s'il est condamné, oui, mais la loi en Israël est claire, elle est sévère et claire, et on a permis à un Premier ministre, même s'il est condamné même s'il est en justice, de pouvoir continuer à exercer. Donc par rapport à la loi, tout est bon. Vous avez dit que la gauche peut-être passerait une loi de sorte que Netanyahou ne puisse pas être Premier ministre. La gauche a besoin d'avoir une majorité, et la majorité est à droite en ce moment en Israël. Une grande majorité à droite, plus de 80%. On n'en est pas du tout dans ce stade où on va faire de sorte qu'une personne en Israël a décidé de vérifier un casier judiciaire du Premier ministre, et de là, on va enlever le Premier ministre. On n'en est pas là-bas. Pour qu'on comprenne bien le calendrier judiciaire, Gwendoline Debono, aujourd'hui, Benjamin Netanyahou n'est pas protégé par son statut de Premier ministre. Non, en Israël, il n'y a pas d'immunité quand vous exercez le pouvoir. Ça n'existe pas. D'ailleurs, quand il s'est présenté devant les électeurs aux élections hier, eh bien, il s'était déjà présenté 2 fois devant les juges pour son procès qui s'est ouvert pour corruption, fraude et abus de confiance. Donc non, il n'est pas protégé par son activité de Premier ministre. Il doit se présenter aux audiences. Et par ailleurs, c'est une vraie question qui se pose pour l'avenir, parce que ce procès, il va durer des mois. Il y a des centaines de témoins qui vont être auditionnés. Benjamin Netanyahou va devoir préparer sa défense. Il va devoir se présenter devant les juges régulièrement, peut-être plusieurs fois par semaine. Et donc, il y a cette question en Israël. Comment on gère les affaires d'un État et comment en même temps, en étant accaparé, parce que cela prend du temps et parce que c'est un long procès, par sa défense. En revanche, l'opposition, elle a les moyens, en tout cas si demain elle devient majorité, de faire voter des textes qui provoquent ça, ou qui accélèrent éventuellement la chute de Benjamin Netanyahou. Alors, là, on rentre dans des scénarios assez complexes et qui ne se profilent pas pour l'instant. Il faudrait d'abord que l'opposition arrive à former un gouvernement et qu'elle soit extrêmement majoritaire pour passer ces sortes de lois. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a aussi la question de savoir, parce que pour l'instant, Benjamin Netanyahou est Premier ministre, mais si je ne me trompe pas, l'accord avec Benny Gantz court toujours. Donc s'il n'y a pas de gouvernement, est-ce qu'il y a des élections avant ? Est-ce que Benny Gantz devient Premier ministre, comme c'est prévu normalement en novembre? Il y a beaucoup de questions qui se posent avant d'imaginer une opposition qui pourrait barrer la route à Netanyahou à cause du calendrier judiciaire.
Charles Anderlin, il est loin le temps où un homme politique, pas si lointain pourtant, Ehud Olmert en l'occurrence, était totalement discrédité sur la scène politique israélienne pour cause d'ennuis judiciaires. Oui, tout à fait. Olmert avait très vite démissionné de son poste d'une manière très démocratique et il a été condamné, il a fait son temps en prison. Mais vous savez, il y a un mot que l'on n'a pas encore entendu dans ce débat, c'est le mot palestinien. Je voulais vous... Alors, justement... À la Maison-Blanche, on en parle. Je voulais y venir effectivement, et vous faites bien de le faire, Charles Anderlin, parce qu'avec ces 4 scrutins successifs, on observe le glissement vers la droite de la Knesset, vous qui suivez bien l'actualité politique israélienne. Est-ce que ça ne témoigne pas finalement de la part de la société israélienne d'un refus de négocier la paix, ou plutôt d'un refus de négocier autrement qu'à ces conditions ? Je crois qu'une grande partie du public est absolument prête à négocier sur la base d'une solution à 2 États. Maintenant, le fait est que tout simplement, le problème palestinien est oublié. Personne n'en parle. Même les 2 listes arabes, la liste conjointe et celle d'Abbas Mansour, n'ont pas évoqué une seule fois le problème palestinien, ce qui est assez incroyable. Pourtant, les frères musulmans auxquels appartient Abbas Mansour en ont fait leur cheval de bataille. Pas un mot. Il faut dire que pour le public israélien, un calme réel règne. Il ne se passe rien. Il n'y a pas d'urgence à régler ou à faire quoi que ce soit avec les Palestiniens. Sur le terrain, la colonisation se poursuit tranquillement, discrètement, cas un cas, sur 60% de la Cisjordanie qui sont de fait annexés. Et puis l'autorité palestinienne d'Abou Mazen, de Mahmoud Abbas, continue de coopérer, de collaborer avec les services israéliens pour maintenir le calme et éviter le terrorisme dans les grandes villes palestiniennes. Donc il n'y a absolument aucune raison de se lancer dans une discussion sur l'affaire palestinienne. Par contre, d'après ce que l'on voit, les démocrates aux États-Unis voudraient effectivement qu'Israël avance dans cette direction. Comment vous expliquez, Gallagher Fenwick, l'absence de ce sujet de la campagne électorale ? Est-ce qu'on a trouvé, comme le dit Charles Anderlin, une forme de modus vivendi avec les autorités palestiniennes elles-mêmes ? Est-ce que ce sont ces accords passés avec un certain nombre d'États arabes qui, y compris pour les partis arabes eux-mêmes, occultent la question palestinienne ? Non, je ne pense pas, même si on a entendu des politiciens juifs israéliens promettre des vols directs Tel Aviv, la Mecque, si les Arabes israéliens acceptaient d'aller voter pour eux et éventuellement atterrissaient dans une coalition. Non, je pense que la communauté arabe israélienne, 20% de la société israélienne, souffre grandement d'inégalités criantes, est très fortement impactée par la pandémie, s'est encore plus appauvrie et aussi est frappée par un mal gravissime, celui de l'insécurité, d'une criminalité très très forte. Et d'ailleurs, ce qu'elle demande aux autorités israéliennes, c'est de faire régner la loi et l'ordre, parce qu'elle est victime de criminalité, mais que ces affaires sont rarement judiciarisées, rarement traitées, les crimes rarement élucidés. Et il faut bien le dire, l'un des tours de passe-passe qui finit là par se retourner contre lui, de Benyamin Netanyahou, alias Abou Yaïr, qui est quand même allé dans des villes arabes israéliennes faire campagne, ça a été de diviser le camp arabe israélien qui était précédemment uni, qui avait réussi un score historique et qui là se retrouve encore une fois scindé entre 2 listes avec des scores relativement faibles. Mais le tour de passe-passe se retourne contre Benyamin Netanyahou qui devient en quelque sorte potentiellement otage de cette liste islamiste, comme le dit Charles Anderlin, historiquement liée aux frères musulmans. Rudy Saada, cette question n'était pas sur le devant de la scène, mais le feu coule sous la marmite. La question palestinienne est toujours une question importante dans la société israélienne. La grande majorité des Israéliens souhaitent une paix. Après, ces accords d'Abraham ont changé énormément de choses. Ils ont montré aux Israéliens qu'on pouvait nouer des relations avec des pays arabes ou musulmans sans passer par le règlement de la question palestinienne. Donc ça change tout sur... Ça n'a pas provoqué un tollé quand même sur le coup ? En tout cas, les premiers, non. Ça a été non. accepté d'emblée. Ça a été une paix très très chaleureuse. Les accords de normalisation ont été très bien accueillis par les populations des 2 côtés, que ce soit à Dubaï, que ce soit au Maroc. Ça a été quand même très chaleureux. C'est pas la paix avec célébration dans les rues d'Israël. Les gens sont pas sortis dans la rue célébrer la paix avec les Émirats. Je crois que les Israéliens ont d'autres problèmes aujourd'hui, mais par contre, il y a une vraie satisfaction dans l'opinion publique de voir ces liens se tisser. Et ils en attendent d'autres, et avec les Palestiniens également.
On va s'arrêter là. C'est la fin de ce débat. Merci en tout cas d'y avoir participé. À vous, Rudy Saada. Merci également à Gallagher Fenwick de France 24, tout comme Gwendoline de Bono, notre correspondante à Jérusalem, Michel Benami du Likoud, qui était avec nous également depuis Jérusalem, ainsi que Charles Anderlin. C'est la fin de ce débat. Prochain journal dans 8 minutes sur France 24. Restez avec nous.